In connection with that, my honest question, real question, to anyone who disagrees with En relation à cela, j'ai une question sincère pour quiconque est en désaccord avec l'idée que les Palestiniens ont le droit de se défendre. Comment Israël réagirait-il si les rôles étaient inversés, et si les Palestiniens contrôlaient le territoire et que les Israéliens, les Juifs, étaient confinés dans des ghettos à Gaza et en Cisjordanie? Si nous inversions la situation, quelles actions les Juifs prendraient-ils et que leur serait-il permis de faire? Que permettrions-nous aux Israéliens de faire? Quelles actions trouverions-nous acceptables pour eux? Sérieusement, comment pouvons-nous résoudre cela? La seule façon de le faire est de nous mettre à la place de l'autre partie. Nous devons déterminer ce que nous voudrions dans leur situation, l'appliquer à eux, puis chercher un terrain d'entente. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je vais partager une vidéo d'interview de moi-même. Cette interview a été enregistrée et réalisée par Jacob de Jonge, un activiste néerlandais pour la paix. Il gère sa propre chaîne YouTube appelée le Projet de paix de la Haye, que je vais lier ci-dessous. Je vous encourage à vous abonner à sa chaîne car il fait un excellent travail. Jacob voulait connaître mes opinions sur la guerre dévastatrice entre Israël et les Palestiniens, ainsi que sur la situation à Gaza. Je vais partager cette interview avec vous afin que vous puissiez comprendre ma perspective après 2 à 2 semaines et demie de conflits renouvelés en Israël et en Palestine. Merci, Jacob. This channel, we talk with people who, each in their own way, is aiming for. Sur cette chaîne, nous discutons avec des individus qui s'efforcent chacun à leur manière de construire un monde pacifique. Il est extrêmement urgent que nous abordions ce sujet, la paix. Tout le monde est au courant et suit les événements en Israël et en Palestine. Je souhaite donc consacrer cette émission spécifiquement à cette question, même s'il y a de nombreux autres sujets à discuter. Pascal, je vous remercie beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Commençons par quelques informations sur la situation actuelle. Ou peut-être, commençons par vos sentiments samedi dernier, le week-end précédent, et ce qui s'est passé peu après. Comment interprétez-vous les nouvelles en ce moment? What happened shortly after? How are you looking? How do you read the news at this moment? Well, first of all, thank you very much, Jakob, for the invitation. It's great to be on your show. And, Tout d'abord, merci beaucoup, Jacob, pour l'invitation. Je suis ravi d'être dans votre émission. Comme je l'ai mentionné dans nos échanges de courriels privés, je ne suis pas un expert du Moyen-Orient. Je n'y ai jamais vécu et je n'ai pas étudié la région en détail. Cependant, je suis prêt à discuter de ce que je considère comme l'un des conflits les plus tragiques. Ce conflit dure depuis les 75 dernières années, depuis 1948. C'est à cette époque qu'un grand nombre de Palestiniens ont été victimes d'une épuration ethnique de leur terre natale. Cela a conduit à la création de l'État d'Israël sur un territoire qui était auparavant habité par des Palestiniens. Ne me comprenez pas mal, je crois que les Israéliens méritent un endroit. Israël a besoin d'un espace pour son peuple. La tragédie qui a frappé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier l'Holocauste, était absolument horrible. Entre 4 et 6 millions de personnes sont mortes. Le désir d'un État qui leur est propre est tout à fait compréhensible. Cependant, ce qui a commencé en 1948, c'est un groupe de personnes qui affirment sa domination sur un territoire qui n'était pas vide. Il était déjà habité. Cela a marqué le début de 75 années de souffrance pour les deux parties. Il y a 1 semaine et demie, ou presque 2 semaines, lorsque le Hamas a lancé une attaque à grande échelle contre Israël, j'ai été horrifié. Je me suis dit, mon Dieu, ça recommence. Le cycle de la violence continue, causant la mort et la destruction. Keeps turning and keeps killing and keeps slaughtering people. And the thing that got me very much Ce qui me préoccupe et m'irrite grandement, c'est la façon dont les médias décrivent la situation actuelle, similaire à la guerre en Ukraine. Il semble suggérer que tout ce qui se passe maintenant a commencé ce fameux samedi-là. Ils insinuent qu'Israël est maintenant justifié de riposter et de tuer autant de Palestiniens qu'ils le souhaitent, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, parce qu'ils ont été attaqués de manière horrible ce samedi fatidique. En tant que pacifistes, nous ne pouvons pas et ne pourrons jamais cautionner une telle violence. Cependant, nous assistons à une spirale croissante de violence. Ce qui m'a traversé l'esprit,
c'est que peu importe le nombre d'Israéliens tués, Israël tuera 10, voire 100 fois plus de Palestiniens. C'est un schéma qui se répète. Je ne comprends pas pourquoi, mais les chiffres montrent clairement qu'Israël riposte toujours de manière disproportionnée, causant 10 à 100 fois plus de victimes. Cela a été le cas au cours des 50 à 60 dernières années. Pour chaque mort israélienne, environ 10 ou plus de Palestiniens meurent. Ce schéma est susceptible de se poursuivre. Nous savons maintenant que le bilan des morts du côté israélien s'élève à 1400, ce qui est déjà un chiffre stupéfiant. Israelis was 1,400, which is already kind of a humongous number, right? But I am absolutely certain that the death toll on the Palestinians will be more than 10,000 because Je suis absolument certain que le nombre de décès parmi les Palestiniens dépassera les 10 000. Cela est basé sur ce qui s'est passé au cours des dernières décennies. C'est une véritable tragédie. Cela servira ensuite de justification pour encore plus de violence de l'autre côté. Ce cycle ne s'arrête pas. Actuellement, il semble que le plan d'Israël soit d'arrêter ce cycle en procédant à un nettoyage ethnique permanent du territoire. Je suis extrêmement inquiet que cela puisse être la fin de Gaza. Si l'on regarde ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine et demie, il semble que le nettoyage ethnique, voire même le nettoyage ethnique génocidaire, soit à l'ordre du jour. Par exemple, un ordre d'évacuation a été donné à tous les Palestiniens de se déplacer vers le sud, mais ensuite le sud a été bombardé. C'est un crime massif qui se produit en réponse à un autre crime massif. Ce cycle de crimes est sans fin. Quelque chose doit être fait pour l'arrêter. Le cycle de violence et de contre-violence ne s'arrêtera pas. Nous parlons de 7 millions de Palestiniens et d'environ 5 à 6 millions de Juifs israéliens vivant sur ce territoire. Ce conflit est profondément enraciné dans les personnes et leur présence physique. La cause de ce conflit est soit une volonté, soit une incapacité de vivre ensemble. Cette question doit être résolue. Ce sont les pensées qui me traversent l'esprit. That needs solving. That's what went through my mind. Yes. Thank you very much, Pascal. And I have to say, me too. Oui, merci beaucoup, Pascal. Je dois dire que je suis également complètement choqué. Je pense que tu as exprimé ce que je ressens. Je ne fais pas que lire à ce sujet, c'était aussi ma première réaction. Bien sûr, c'était une terrible attaque de la part du Hamas. Cependant, nous savions déjà quelles seraient les conséquences pour les civils à Gaza et en Cisjordanie. Nous l'avons vu tellement de fois auparavant. Tu as utilisé les termes de génocide et de nettoyage ethnique génocidaire, et je pense que c'est exactement ce que nous sommes en train de voir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que nous ne devrions pas avoir peur de l'exprimer de cette manière. Je te demanderai plus tard quelle est la réaction des médias à ce sujet. Mais d'abord, j'aimerais te demander à propos du cycle de violence dont tu as parlé. Peux-tu expliquer pourquoi cela ne s'arrête pas? Nous avons vu cela se produire tellement de fois. Tu as raison, c'est la 5e fois en 16 ans que la violence atteint un niveau extrême, surtout contre les civils. Pourquoi ce cycle de violence ne se brise-t-il pas? How come this cycle of violence is not being broken? Because there's no political solution, right? We have never reached the moment when both sides were Il n'y a actuellement aucune solution politique. Nous n'avons jamais atteint un point où les deux parties pourraient s'accorder sur une vision commune pour l'avenir. Cela fait 75 ans que cela dure. Une solution potentielle pourrait être une solution à 2 États, où chaque partie aurait son propre territoire et accepterait l'autre comme voisin. Une autre solution pourrait être un État unique, qui pourrait s'appeler Israël, Palestine ou tout autre nom. Cet État aurait une constitution garantissant que les deux groupes ethniques se reconnaissent mutuellement et vivent ensemble sous des droits égaux. Cependant, nous n'avons aucune de ces solutions. Ce que nous avons, c'est un territoire contrôlé par une partie, les Israéliens, ou l'autre groupe ethnique, les Palestiniens, vit sous leur contrôle mais sans solution d'État. Les Palestiniens ont une souveraineté nominale, mais ils ne contrôlent pas leur territoire. Les Israéliens contrôlent ces territoires et rendent la vie difficile aux Palestiniens pour les maintenir sous contrôle. Cela s'explique par le fait que les Israéliens sont en réalité le groupe minoritaire dans le territoire qu'ils contrôlent. Group in that geographical space that they control.
And that control has been condoned and has been even fostered by the international community to a good extent, the United States. La communauté internationale, y compris les États-Unis et l'Europe, a largement toléré voire encouragé ce contrôle. Il a été accepté comme l'état actuel. La violence continue d'escalader car les Israéliens sont réticents à changer l'état actuel et les Palestiniens en souffrent. En conséquence, les Palestiniens essaient de riposter. Il est important de préciser que selon les Nations Unies, les Palestiniens et les Israéliens ont tous deux le droit de se défendre s'ils sont attaqués. C'est un droit humain fondamental. Cependant, les deux parties utilisent cette logique pour justifier la violence l'une contre l'autre. Il est préoccupant qu'un côté soit nettement plus fort que l'autre et inflige plus de violence. Les Israéliens infligent plus de 10 fois plus de dommages et de violences aux Palestiniens. Cela ne prend même pas en compte l'état d'apartheid dans lequel vivent les Palestiniens et les injustices quotidiennes qu'ils endurent. Le problème est que cette situation ne permet pas d'atteindre un moment où une solution politique peut être trouvée. Get a moment when you come to a political solution. We had that moment almost in 1993 with the Oslo process, but that thing, and by now it looks like a fata morgana or like. Nous avons presque vécu un moment comme celui-ci en 1993 avec le processus d'Oslo, mais maintenant cela semble être un mirage ou un mensonge raconté pour maintenir le statu quo. Les Palestiniens ne peuvent pas continuer à vivre ainsi. Ce n'est pas un mode de vie durable. L'attaque du Hamas contre Israël qui a eu lieu il y a 2 semaines un samedi était terrible. C'était horrible au niveau humain. Mais je dois demander, quelles autres options ont les Palestiniens? Je ne suggère pas que ce qu'ils ont fait était juste. Le Hamas n'aurait pas dû faire cela. Mais c'est une question sérieuse. Que peut faire la Palestine pour changer son destin, qui implique actuellement d'être traités comme des citoyens de 2e ou 3e classe, voire pas du tout des citoyens? Ils sont un peuple occupé, complètement sous le contrôle d'une force d'occupation. Que peut faire la Palestine? Quand ils protestent pacifiquement, ils se font tirer dessus. Il y a 3 ans, en 2018 et 2019, des centaines de milliers de personnes ont protesté pacifiquement à Gaza, de leur côté de la frontière, de leur côté de la clôture. Et 200 personnes ont été abattues, et plus d'1 millier ont été mutilées, blessées et défigurées à vie. C'était leur protestation pacifique. Voilà ce qui se passe quand ils protestent pacifiquement. Alors, que sont-ils censés faire? En relation avec cela, j'ai une question sincère pour quiconque est en désaccord avec l'idée que les Palestiniens ont le droit de se défendre. How would Israel act if it was on the other side? If it was the Palestinians who... Quelle serait la réaction d'Israël si les rôles étaient inversés, et si les Palestiniens contrôlaient le territoire et que les Israéliens, les Juifs, étaient confinés dans des ghettos à Gaza et en Cisjordanie? Si nous inversions la situation, quelles actions les Juifs entreprendraient-ils? Que leur serait-il permis de faire? Que permettrions-nous aux Israéliens de faire? C'est une question sérieuse. Comment pouvons-nous résoudre cela? La seule solution est de nous mettre à la place de l'autre partie, de déterminer ce que nous voudrions dans leur position, puis d'appliquer cette compréhension à leur égard. Nous devons trouver un terrain d'entente. Il y a bien sûr certaines choses non négociables. Nous ne voulons pas qu'Israël ou la Palestine soient effacés de la carte. Nous voulons que les deux peuples aient des foyers, idéalement ensemble. Après tout, c'est merveilleux lorsque les gens peuvent vivre en harmonie, se rendre visite et partager des repas. Mais pour atteindre ce point, nous devons nous assurer que les blessures existantes puissent guérir. Actuellement, ces blessures sont encore à vif. But in order to get to that point, we need to make sure that these wounds can heal, and the wounds right now are being just made worse and worse and worse. You said very many interesting things, and one of the... La situation s'est progressivement aggravée. Tu as mentionné de nombreux points intrigants. L'un d'entre eux est le droit à l'autodéfense, qui est actuellement un sujet majeur dans les médias néerlandais, surtout après la terrible attaque contre l'hôpital. Juste hier, une église chrétienne à Gaza, l'une des plus anciennes du monde, a été bombardée. Cette église était un refuge pour les familles palestiniennes pendant les bombardements. Malgré cela, il est étrange et déconcertant que nous, dans l'Occident, soyons prompts à justifier les actions d'Israël comme de l'autodéfense, que je considère personnellement comme des atrocités. Pourtant, nous ne discutons jamais du prétendu droit des Palestiniens à se défendre. Pourquoi notre perspective sur cette question est-elle si unilatérale dans l'Occident? How come that we
we are so one-sided in this issue in the West. We are blind. The West is blind. We are utterly blind to our own. Nous sommes aveugles. L'Occident est aveugle. Nous sommes totalement inconscients de nos propres méfaits et de ceux des personnes que nous considérons comme les nôtres. L'Occident s'identifie à Israël. Les Israéliens sont perçus comme nous. Nous sommes Israël, dans l'esprit et les yeux de beaucoup, mais pas tous. Je dois dire que, au cours de la semaine dernière, j'ai remarqué que même dans les médias grand public, la question palestinienne n'est pas aussi unilatérale que je le craignais. Cependant, elle reste assez biaisée. Ce que fait Israël à la Palestine reflète ce que nous, Européens, avons fait sur 3 continents, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Australie. Nous sommes arrivés, avons tué les autochtones et les avons remplacés par nos propres peuples. Regardez l'Amérique du Nord aujourd'hui. Je ne compare plus la Palestine à l'Afrique du Sud, ni Israël à l'Afrique du Sud. La situation a dégénéré bien au-delà de cela. Elle est maintenant comparable à l'Amérique du Nord et au génocide commis par les Européens contre les Amérindiens natifs. La méthode et la représentation de ce génocide sont similaires à ce que nous voyons dans les vieux films de cow-boys occidentaux. Vous vous souvenez de ces scènes où les soi-disant Indiens maléfiques attaquaient les pauvres colons, qui étaient regroupés en cercle. Et puis il y avait la femme, généralement une jeune blonde, qui criait de peur. Settlers, right, that were in a little ring, and then the lady, she was screaming, the blonde girl, and then suddenly the cavalry comes in and shoots the Indians and rescues the settlers, right? Soudain, la cavalerie arrive, tire sur les Indiens et sauve les colons. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Les Palestiniens sont les Indiens et les Israéliens, avec des armes américaines, les attaquent pour protéger les colons. C'est la situation actuelle. Si rien ne change, cela se terminera de la même manière avec la dépopulation de toute la Palestine. Il est clair, d'après ce que nous avons vu non seulement ces dernières semaines, mais au cours des dernières décennies, que certains Israéliens préféreraient ce résultat. De même, certains Palestiniens rêvent d'un monde où ils pourraient expulser tous les Juifs de la région et récupérer leurs terres. Ils scandent mort aux Israéliens, tandis que les Israéliens scandent mort aux Palestiniens. Les deux camps font la même chose, mais l'un a beaucoup plus de pouvoir. J'en suis arrivé à un point où je ne compare plus cette situation à celle de l'Afrique du Sud. Elle a dépassé cela. With South Africa, basically, it has surpassed. The situation has surpassed South Africa. I find it also very strong that you say, and that is something that for me utterly lacks in Western politicians. Je trouve puissant que vous disiez quelque chose qui, à mon avis, fait cruellement défaut aux politiciens occidentaux et à une grande partie des médias. Nous avons tendance à nous identifier à un camp et à ignorer l'autre. C'est un fait fondamental que nous devrions enseigner aux enfants à l'école. Nous devrions essayer de nous mettre à la place de l'autre. Cela semble simple, mais c'est en réalité extrêmement difficile. Cela m'a fait réfléchir à la situation des Palestiniens, ou de ceux de Gaza. Gaza est coupé du monde depuis 16 ans en raison d'un blocus économique. Maintenant, c'est un blocus total, avec l'eau, l'électricité, la nourriture et les fournitures médicales bloquées. Ils sont également bombardés. Beaucoup de gens comparent maintenant cette situation à ce qui est arrivé au peuple juif en Europe, comme dans le ghetto de Varsovie. Ils ont d'abord été coupés du monde extérieur, puis les tueries ont commencé. Il y a de nombreux parallèles, mais nous ne semblons pas oser nous mettre à la place de ceux qui souffrent le plus en ce moment. Cette situation m'a fait réfléchir à quelque chose que vous avez mentionné plus tôt. Vous avez dit que les réactions des médias et des politiciens à la guerre en Ukraine sont similaires à ce qui se passe dans les médias autour de la violence en Israël et en Palestine. Pourriez-vous développer les parallèles que vous voyez entre le traitement de la guerre en Ukraine et de la violence en Israël et en Palestine? On the one hand, I see very strong parallels that certain quarters of the D'une part, je vois de forts parallèles selon lesquels certaines sections des médias occidentaux essaient de présenter cela comme une bataille entre le bien et le mal. Ils établissent un parallèle avec une attaque non provoquée. Nous avons déjà entendu cet adjectif, non provoqué. Ils décrivent l'attaque comme si 16 ans d'emprisonnement n'étaient pas une provocation. Apparemment, c'est juste un fait. Comme si chacun d'entre nous devrait pouvoir endurer 16 ans de prison sans procès et ne pas le considérer comme une provocation. C'est une perspective. D'autre part, il y a plus à l'histoire, ce dont je suis content. Il y a plus de reportages sur les conditions difficiles dans lesquelles vivent les Palestiniens.
Ce conflit est complexe. Nous revenons maintenant à un état de violence, similaire à des états violents précédents. Nous n'avons pas vu cela avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine, la situation était présentée en noir et blanc. Il était indéniable de savoir qui était le méchant. Il était clair que Poutine était dépeint comme Hitler. Dans ce cas, le crime commis contre les Palestiniens est si flagrant, si énorme et a duré si longtemps que même les médias occidentaux ne peuvent pas totalement ignorer le débat. Il y a donc plus de débats sur ce qui se passe. Cependant, les actions des gouvernements occidentaux sont également claires. En Allemagne et en France, les rassemblements et les déclarations pro-palestiniens sont désormais interdits. Vous ne pouvez pas manifester dans les rues. Nous avons vu des personnes être arrêtées en Allemagne. Une femme juive dans la soixantaine ou le début de la soixantaine a été arrêtée en Allemagne pour être pro-palestinienne et affirmer que les Palestiniens ont le droit de vivre. La façon dont cela est géré est assez radicale. Je ne suis pas sûr des noms exacts, mais il existe des groupes juifs qui soutiennent la Palestine et des groupes juifs qui militent pour la justice aux États-Unis. Maintenant, nous assistons à une division au sein de la communauté juive. Cela est dû au fait que la Ligue anti-diffamation a commencé à qualifier ces groupes juifs d'antisémites. Yeah, it's utterly ridiculous, just the way that you have the Labour Party in the UK. Oui, c'est absolument absurde. Tout comme un nombre significatif de personnes expulsées du Parti travailliste britannique pour antisémitisme étaient en réalité des juifs. Donc, naturellement, il y a des juifs en Israël, en Europe et en Amérique qui comprennent parfaitement la terrible situation des Palestiniens. Ils éprouvent de l'empathie pour eux et comprennent qu'il s'agit d'un cycle de violence. Nous parlons de nombreuses personnes qui comprennent cela. Ces individus, appelons-les les colombes, sont maintenant ciblés par les faucons au sein de leur propre groupe. C'est un phénomène courant lors des conflits, lorsque deux camps opposés sont avides de guerre. Habituellement, il y a des groupes plus enclins à la réconciliation, les colombes, et des groupes plus enclins à résoudre le problème par la force ou la guerre, les faucons. En général, les colombes cherchent à coopérer, tandis que les faucons essaient d'éliminer leurs propres colombes. Cela s'explique par le fait que les colombes entravent l'utilisation de davantage de force ou de meurtres supplémentaires de l'opposition. Ainsi, les faucons conviennent que ce dont on a besoin, c'est de la violence pure. C'est un aspect courant d'une situation de conflit, et c'est ce qui se passe actuellement avec les Israéliens favorables à la paix. On les accuse d'antisémitisme, mais l'antisémitisme n'a plus son sens originel. De nos jours, l'antisémitisme est un terme fourre-tout utilisé pour faire taire ou éliminer physiquement ceux qui ne sont pas d'accord avec les faucons israéliens dans la conversation. Je remarque certaines similitudes avec l'étiquetage de tous ceux qui soutiennent la paix en Ukraine comme étant pro-Poutine. De même, si vous soutenez la paix en Palestine et militez pour l'égalité des droits des Palestiniens, vous êtes étiqueté comme antisémite. C'est assez alarmant. Il y a des faucons dans notre propre maison qui s'opposent à nous car ils envisagent une résolution politique différente pour ce conflit. Lorsque je parle de politique, je fais référence à des politiques menées par d'autres moyens, tels que la guerre. Ils désirent ce résultat. Par conséquent, ils doivent s'opposer à nous. Si nous remportons l'argument au sein de nos communautés, nos États n'auront pas recours à la force létale et mortelle que ces faucons préconisent. Ainsi, nous sommes opposés par notre propre peuple qui désire une résolution violente. Il est important de comprendre que, contrairement à un dicton courant en Allemagne selon lequel la violence n'est pas une solution, la violence peut en effet être une solution. C'est pourquoi les gens y ont recours. C'est pourquoi les gens désirent la violence comme solution. Nous le constatons à la fois du côté israélien et palestinien, où il y a des factions qui veulent que la violence soit la solution au conflit. Nous le constatons également en Ukraine, où il y a ceux qui répriment les solutions politiques au profit de la violence. C'est la réalité tragique de la dynamique de la guerre. Je me demandais, et j'ai également posé cette question lors de notre précédente discussion sur l'Ukraine, à propos de vos voyages entre la Suisse et le Japon. Comment les médias japonais, par exemple, perçoivent-ils ce conflit? Et qu'en est-il des médias suisses? J'étais curieux.
So Swiss media is way more online with the typical Western narrative, especially when it comes Les médias suisses ont tendance à se conformer davantage au récit occidental typique, en particulier en ce qui concerne l'Ukraine. Ils dépeignent souvent Poutine comme étant maléfique, ainsi que la Russie, tandis que l'Ukraine est présentée comme étant bonne. Le Japon suit également ce récit dans une certaine mesure, mais les émotions ne sont pas aussi intenses qu'en Europe. Le conflit est rapporté de manière plus factuelle ici, avec plus de contexte historique. Cela s'explique par la curiosité des gens ici quant à l'origine de ce conflit. Les médias japonais sont plus enclins à plonger dans le passé et à mener des recherches. Ils présentent souvent une longue histoire, pas toujours, mais plus fréquemment qu'en Europe. En ce qui concerne la Palestine, je dois admettre que je n'ai pas suivi de près les médias japonais récemment. Cependant, les gens ici sont conscients que le Moyen-Orient est une région volatile. Il y a moins de jugement moral, bien que la réaction immédiate soit de dire qu'Israël ne fait que répondre à des événements survenus il y a 2 semaines. C'est le récit standard, n'est-ce pas? Israël ne commet pas de crime, il réagit simplement, contraint de répondre. C'est très triste. Cependant, les actions des Palestiniens, comme le meurtre de 1400 Israéliens, ne sont pas présentées de la même manière. Un côté est dépeint comme l'agresseur, l'autre comme le défenseur. C'est le récit que nous voyons, alors qu'en réalité, c'est un cycle vicieux. Yeah, of course. Hey, if we talk about the region, because of course, Oui, certainement. Si nous discutons de la région, même si vous êtes d'accord avec le droit à l'autodéfense, personnellement, j'ai de sérieux doutes. Par exemple, en Ukraine, il est facile de désigner une partie comme l'agresseur et de justifier une riposte violente. Cependant, nous pouvons voir en Ukraine que choisir la violence plutôt que la diplomatie conduit finalement à sa destruction. Je pense que vous seriez d'accord avec cela. Absolument. Vous avez également mentionné qu'Israël est une entité puissante, surtout en comparaison avec les Palestiniens. Mais je crains que même ceux qui prétendent protéger les droits et la sécurité des Israéliens pourraient les mettre en danger. Bien sûr, les Palestiniens sont les premiers à être affectés, mais les Israéliens pourraient également être en danger. Si l'on considère les tensions dans la région et les manifestations généralisées dans le monde, notamment en Europe, en Amérique et au Moyen-Orient, il est clair qu'une véritable escalade pourrait représenter une menace importante pour tous les Israéliens. Alors, quel est le niveau de risque selon vous, surtout lorsque l'on prend en compte des groupes comme le Hezbollah, des pays comme la Syrie et l'Iran, et même la Jordanie si elle ne parvient pas à maintenir son gouvernement? maybe Jordan if they do not keep their government in place, etc. It's a huge risk. It's a huge risk, and just as with Ukraine, you have actors. C'est un risque important. Tout comme en Ukraine, il y a des parties intéressées à intensifier la situation. Habituellement, ce sont les plus petites. La seule façon de trouver une solution sans violence est d'arrêter immédiatement la violence. Ensuite, asseyez-vous et faites en sorte qu'Israël reconnaisse qu'il doit négocier la libération de ses 200 prisonniers. Cela serait en échange d'un apaisement du conflit. Si la violence physique continue d'être utilisée comme solution, le risque d'aggravation de la situation augmente. Le conflit pourrait se propager encore plus loin. La seule chose qui peut surpasser la force disproportionnée d'Israël par rapport aux Palestiniens est une coalition arabe contre Israël. Si une nouvelle guerre devait éclater, par exemple, avec l'Égypte, l'Iran, la Jordanie et le Liban attaquant tous Israël, cela pourrait causer des dommages graves. Il pourrait tuer des dizaines ou des centaines de milliers d'Israéliens. En réponse, les Israéliens et les Américains pourraient tuer des centaines, voire des millions d'Arabes dans ces États. Cela conduirait à l'escalade du conflit. Hundreds or millions of Arabs, right, in these states, and that's the way that the conflict then would grow. But that actually is the only way that the Palestinians have a military. Mais c'est en réalité la seule façon pour les Palestiniens d'avoir une chance de gagner militairement, dans le sens où ils y pensaient, c'est-à-dire en expulsant les Juifs. Exactement. La seule façon d'expulser les Juifs est d'obtenir une victoire militaire totale, ce qui est très peu probable. Par exemple, si cette expansion ne se produit pas et que les Israéliens ne dominent pas complètement, ils ne pourront pas nettoyer ethniquement toute la bande de Gaza, tuer, disons,
un demi-million de Palestiniens et expulser les 1,5 million restants vers l'Égypte, ou quelque chose de similaire. Si cela ne se produit pas, les Israéliens entreront dans Gaza et les Palestiniens pourront utiliser leur avantage. En d'autres termes, le Hamas pourra utiliser son avantage sur le terrain pour tuer plus d'Israéliens que les Israéliens ne les tuent. Cela entraînerait un autre terrible bain de sang qui se terminerait par une impasse, similaire à la situation actuelle en Ukraine, une impasse sanglante. Et c'est ce que nous pourrions voir en Palestine s'il n'y a pas de changement significatif dans l'approche de la résolution du conflit. Lorsqu'on parle de l'Ukraine, il est clair que cela pourrait être un point de déclenchement d'une confrontation directe potentielle entre les superpuissances nucléaires. Considérez-vous ce conflit comme un autre point de déclenchement, mais pour un type de guerre différent mais similaire en ampleur? Comment le percevez-vous? Non. Non, la seule superpuissance impliquée est les États-Unis. La Russie ne soutient pas les Palestiniens. Le Hamas de la Palestine n'est pas représentatif de la Russie ou de la Chine. Les États-Unis sont les seules superpuissances impliquées. Et l'Iran? L'Iran n'est pas une superpuissance. C'est une puissance militaire conventionnelle significative, mais il ne possède pas de bombes nucléaires. Les seules deux parties qui possèdent des bombes nucléaires dans ce conflit sont les États-Unis et Israël. Israël possède une bombe nucléaire, ce qui est très dangereux. Mais pensez-vous que la Russie et la Chine resteront à l'écart si cela dégénère en une guerre à grande échelle au Moyen-Orient? Oui, croyez-vous qu'ils resteront à l'écart? Oui, je ne vois aucune raison pour laquelle la Russie interviendrait. Peut-être qu'ils pourraient intervenir à petite échelle. Ils sont intervenus par le passé. Parlons maintenant du sujet de l'escalade nucléaire. Nous en avons discuté dans le contexte de l'Ukraine. Dans cette situation, il y avait une véritable menace d'escalade nucléaire des deux côtés, la Russie et les États-Unis. Cela pourrait potentiellement conduire à une destruction mutuelle. Cependant, je ne pense pas que cette dynamique existe au Moyen-Orient. Je ne pense pas que Moscou ou Pékin seraient prêts à risquer une annihilation nucléaire par les États-Unis pour sauver Téhéran. Ils pourraient intervenir ou essayer d'aider de la même manière qu'ils ont assisté la Syrie, mais cela se ferait à un niveau non nucléaire. Donc, je ne pense pas que nous discutions d'un scénario de destruction mutuelle comme celui que nous avons vu en Europe. Il s'agirait plutôt d'un confinement régional. Mais le confinement pourrait quand même entraîner des millions de morts. Actuellement, le conflit entre la Palestine et Israël a déjà causé des dizaines de milliers de morts. Je suis assez certain que le bilan des morts palestiniens se comptera en dizaines de milliers s'il reste faible. Aussi terrible que cela soit, c'est la situation actuelle. Cependant, si le conflit s'intensifie, nous pourrions voir des millions, voire des dizaines de millions de morts. Et cela, sans que la situation ne devienne nucléaire. And that's without it going nuclear. Yes. So still a scenario that you should absolutely go against. Oui, c'est une zone que vous devriez certainement éviter. C'est terrible, absolument terrible. Cependant, je me suis posé une question, surtout depuis la guerre en Ukraine. Nous assistons à un transfert de pouvoir de l'Ouest vers l'Est. Cela ne signifie pas que les États-Unis perdent leur pouvoir. Je crois qu'ils resteront puissants pendant longtemps. Mais ce transfert de pouvoir est évident. Les gens discutent du concept de répartition équitable du pouvoir entre les acteurs majeurs. Oui, le moment multipolaire, comme nous pourrions l'appeler, approche. Je me demande comment cela affectera la guerre actuelle. Cette guerre a-t-elle un lien avec ce changement de pouvoir? Et comment cela influencera-t-il le résultat si elle n'escalade pas en une guerre totale? If it's not an all-out war, let's say. It definitely has an effect. The United States is not able anymore. Oui, cela a certainement un impact. Les États-Unis ne sont plus en mesure d'exercer le genre de pouvoir incontrôlé qu'ils avaient dans les années 1990. À cette époque, personne ne pouvait rivaliser avec eux et il était impensable que le résultat d'un conflit majeur ne soit pas largement conforme aux attentes des États-Unis. Prenons par exemple la guerre du Golfe au début des années 90, ainsi que la guerre en Irak. La guerre en Irak n'était pas vraiment une guerre, mais plutôt un massacre avec un résultat prédéterminé. Cependant, le résultat de la guerre actuelle n'est pas prédéterminé.
Nous ne savons pas comment cela va se dérouler. De nombreuses choses sont en jeu pour toutes les parties impliquées. Les actions et décisions des acteurs régionaux de moindre envergure ont désormais beaucoup plus de poids qu'elles n'en avaient dans les années 1990 et même au début des années 2000. Les décisions prises par Netanyahou, les Palestiniens, et même la Jordanie, le Liban et le Hezbollah sont maintenant plus significatives. Prenons par exemple le Hezbollah. Leurs décisions ont un impact beaucoup plus important sur le développement potentiel de la situation que nous observons actuellement. C'est pourquoi nous sommes incertains quant à ce qui se passe en Irak. Les résultats des deux guerres en Irak étaient assez prévisibles, à moins que les États-Unis ne changent de cap, ce qu'ils ont fait vers la fin de la première guerre en Irak. Les États-Unis ont décidé de ne pas renverser Saddam, mais c'était une décision américaine. Cette époque est maintenant révolue. Ainsi, l'avènement de la multipolarité ne signifie pas seulement qu'il y a un équilibre des pouvoirs entre la Russie, les États-Unis et la Chine. Cela signifie également que les acteurs régionaux sont devenus plus influents et que la capacité des États-Unis à projeter leur pouvoir est actuellement en déclin. But this must also be considered in Israeli governance. Cela devrait également être pris en compte par le gouvernement israélien. Naturellement, pour les sionistes, Israël est perçu comme un objectif en soi, une sorte de terre promise. Cependant, du point de vue américain, Israël est considéré comme une base de pouvoir pour contrôler le Moyen-Orient, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. C'est pourquoi je me demandais, bien que ce ne soit que de la spéculation, si ces actions semblent être un dernier effort pour nettoyer ethniquement Israël des Palestiniens en ce moment. Ne semble-t-il pas y avoir une urgence à le faire? Est-ce parce que les États-Unis perdent en puissance et que cela pourrait être leur dernière opportunité d'utiliser la force militaire américaine pour mener à bien ce projet? The military might of the US to fulfill this project. I think so. Yes, I think that's correct. Je le crois, oui. Je suis convaincu que c'est la perspective de quelques individus au sein du gouvernement israélien. Ils voient cela comme une opportunité. Les durs parmi les Palestiniens ont donné exactement ce que voulaient les durs israéliens. C'est leur excuse pour enfin régler la question de Gaza, éliminer autant de personnes que possible et s'assurer que le reste fuit vers l'Égypte. Je suis certain qu'un nombre significatif de personnes partagent ce point de vue. Je crois également que de nombreux stratèges haineux accent aigu aux conservateurs influents aux États-Unis pensent de la même manière. Ils estiment qu'il est temps d'établir un État proxy fort au Moyen-Orient. Cet État nous aidera à contenir l'Iran car l'Amérique a effectivement démantelé l'Irak, qui était autrefois un contrepoids à l'Iran. Donc, l'idée est de renforcer Israël, le seul État qui peut être pleinement contrôlé. D'autres pays comme l'Égypte sont des alliés, mais il y a toujours le risque qu'ils changent d'allégeance. Cela a failli se produire une fois lorsque Morsi a été élu. Ensuite, heureusement, Morsi a été évincé et remplacé par un dictateur plus aligné avec les États-Unis. Cependant, même ce dictateur a ses limites. Comme nous pouvons le voir maintenant, même l'Égypte n'est pas disposée à simplement ouvrir ses frontières et à accepter 1,5 million à 2 millions de Palestiniens qui ne retourneront jamais sur leur terre. Il est clair que les Israéliens ne rouvriront jamais cette frontière. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le récit actuel, qui est également intéressant, est la façon dont les médias occidentaux déforment la situation. Ils dépeignent les États-Unis comme travaillant dur avec Israël pour faire entrer des biens civils et de l'aide humanitaire à Gaza. Ils décrivent également les États-Unis comme essayant de convaincre l'Égypte d'être un bon citoyen mondial et de permettre cette aide. C'est absurde. La meilleure aide humanitaire que les États-Unis pourraient fournir serait de faire cesser les bombardements d'Israël sur Gaza. Cependant, le récit se concentre sur la persuasion de l'Égypte pour aider, ce qui est tout simplement insensé. C'est absolument, totalement insensé. C'est complètement déformé moralement. Même aujourd'hui, je crois que Guterres, le chef de l'ONU, a dit la même chose. Il a mentionné que les gens souffrent et que nous avons besoin d'une aide humanitaire. Cependant, il n'a même pas mentionné qu'Israël devrait cesser de bombarder. C'est comme si l'ONU devrait prendre les devants dans cette affaire si d'autres États ne le font pas. En effet, tu as raison. L'ONU devrait prendre les devants.
L'ONU est impliquée dans cette catastrophe depuis le début. C'est l'ONU qui a initialement alloué une quantité importante de terres aux Israéliens. Je ne suggère pas que l'implication de l'ONU soit entièrement négative. À bien des égards, elle a également été une force positive pour les Palestiniens. Il y a des rapporteurs spéciaux et d'autres bureaux de l'ONU qui sont souvent pris pour cible par les bombardements israéliens. C'est la réalité sombre. C'est pourquoi nous parlons de nettoyage ethnique et de génocide. C'est évident pour toi, moi et beaucoup d'autres qui ne sont pas entièrement influencés par le récit occidental. Cela est particulièrement vrai en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Il est clair qu'une grave injustice est infligée aux Palestiniens, qui ripostent contre les Israéliens, qui ripostent à leur tour. Beaucoup de gens comprennent cela, mais les haineux accents aigus aux conservateurs occidentaux et les Européens aux mentalités coloniales ne le comprennent pas. Ils perçoivent cela comme une lutte entre des colons européens blancs et des sauvages bruns. Ils retombent dans cette mentalité dépassée. Même ceux qui argumentent contre l'utilisation du terme « indien » pour décrire les Amérindiens, en le qualifiant de raciste, retombent dans ces catégories. C'est malheureux, mais cela met en évidence notre ignorance. Cela montre à quel point les Européens peuvent être aveugles. Nous ne reconnaissons pas que nous avons encore une mentalité coloniale, même en 2023. We are still colonizers in a colonial mindset, still in 2023. So as a last question, Pascal, because I know we have to. Donc, pour la dernière question, Pascal, je sais que nous devons conclure. Et si, à cet instant, les dirigeants européens réalisaient soudainement que nous avons été assez naïfs et avons mal compris la situation, entraînant une erreur totale de calcul, prenons en compte un scénario hypothétique où ils réalisent soudainement qu'ils ont suivi les mauvaises politiques tout au long. Si vous étiez appelé en tant que conseiller, que suggéreriez-vous? Que diriez-vous aux dirigeants européens tels que von der Leyen, Borrell et tous les hommes d'État, y compris Macron et Schulz? Que devrions-nous faire à cet instant? What would you say? What should we do at this moment? Immediately call for a ceasefire. Appelez immédiatement à un cessez-le-feu. Exigez un arrêt immédiat de toutes les hostilités du côté israélien. La légitime défense d'Israël devrait se limiter à abattre les roquettes provenant de Gaza. La Cisjordanie ne les attaque pas, mais si des roquettes arrivent, elles devraient être abattues. Cependant, les bombardements ne devraient pas être la réponse. Et Hamas, au nom de Dieu ou d'Allah, vous devez également arrêter cela. Nous devrions nous rencontrer à nouveau, mais cette fois sur un terrain neutre. L'endroit n'a pas d'importance, cela pourrait être Moscou ou Paris. L'important est que nous allons faire une véritable tentative pour briser le cycle de la violence. Nous devrions demander pardon. Les Israéliens devraient demander pardon aux Palestiniens, et les Palestiniens devraient demander pardon aux Israéliens. Les deux parties se sont infligées des violences, bien que l'une les fait plus que l'autre. Le débat doit être recentré sur la souffrance humaine des deux côtés. Se concentrer uniquement sur sa propre souffrance, qui est ensuite utilisée comme excuse pour nuire aux autres, n'est pas utile. Nous devons nous concentrer sur la souffrance de l'autre côté. Les Israéliens doivent se concentrer sur la douleur des Palestiniens, et les Palestiniens doivent se concentrer sur la douleur des Israéliens. Nous devons atteindre un point où nous pouvons avoir suffisamment de défenseurs de la paix dans les deux camps pour parvenir à un accord. Nous avons besoin d'un moment similaire à ce qui s'est passé en Irlande, où les Irlandais ont pardonné aux Anglais de les avoir colonisés pendant des centaines d'années. Ils ont essentiellement dit « Ça suffit. Vous pouvez avoir l'Irlande du Nord et nous ne vous ferons plus de mal. Nous arrêterons cela. Donnez-nous notre indépendance et nous trouverons une solution par nous-mêmes. » Cela ressemble à ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Nous avons des exemples de réconciliation réussie lorsque l'on trouve une structure plus grande pour unir d'anciens ennemis. Nous devons unir ces ennemis. Mon point principal est que nous devons arrêter les tueries. Si nous ne mettons pas fin aux tueries, elles continueront et cela ne se terminera pas bien. La situation est très incertaine. Cela pourrait se terminer très mal pour Israël également. Ils pourraient très bien réussir et revendiquer l'ensemble du territoire pour eux-mêmes, mais cela pourrait aussi tourner autrement. Si ce conflit s'intensifie, cela pourrait entraîner la mort de centaines de milliers, voire de millions de Juifs. Cela pourrait perpétuer ce cycle de violence pendant les 50 prochaines années. Donc, je demande un cessez-le-feu immédiat.
I would call for immediate ceasefire, immediately. Thank you very much. Merci beaucoup, Pascal, pour cette interview. Je pense qu'elle a été extrêmement instructive. Il était également très urgent et nécessaire de discuter de ces questions. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de me parler à nouveau aujourd'hui. J'espère que nous resterons en contact et continuerons ce type de discussion.